une autre association qui s'appelle bien sûr Avenir Cambodge, et, vas-y François, qui est, elle, uniquement tournée vers un but, une raison sociale qui est le soutien des projets de François Panchaud au Cambodge. Voilà. Le soutien financier et le soutien en communication. Voilà comment est née cette association. En 2012, début 2012, on est peu nombreux, on est tous très occupés naturellement, soit par des gens qui sont à la retraite, qui ont de multiples engagements, soit des gens qui ont une vie professionnelle très dense, ce qui est mon cas et le cas d'autres personnes. Mais on a réussi en quelques temps, malgré tout. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous, c'est toujours un plaisir de vous rencontrer, même si parfois j'oublie les visages et les noms, mais dans mon cœur, vous êtes toujours présents. Alors, si vous voulez, peut-être, tu peux éteindre devant pour qu'on voit un peu mieux. L'événement de l'année, c'est la mort du roi Sihanouk, le 15 octobre, donc il y a à peu près un an, et son incinération gigantesque le 4 février 2013. Vraiment, le peuple khmer a rendu un hommage à son père, le père du peuple khmer, le père de l'indépendance, le père du peuple khmer, le père d'un peu tout, comme on disait autrefois du temps du prince Sihanouk, du temps du Sankoum. Alors, quelles que soient les idées qu'on peut avoir sur le prince Sihanouk ou sur le roi Sihanouk, c'était un peuple qui l'accompagnait dans la mort et un peuple qui était en deuil, qui est privé d'un père. Alors, la succession dynastique a été assurée officiellement par la nomination de son dernier fils, Norodom Sihamoni, le dernier fils de Monique, qui est métisse franco-cambodgienne. Mais la réalité, c'est Hun Sen qui se présente comme le successeur de Sihanouk. Alors nous étions, Madame Glaise et Monsieur Gilbert Glaise, je ne me trompe pas, Jacqueline et Gilbert Glaise, nous étions près du stupa funéraire dans la place de Vielmen, et avant la crémation, c'est très long, nous avons attendu au moins 2 heures, même davantage, la radio diffusait. Le roi Sihanouk a construit des ponts, le roi Sihanouk a construit des hôpitaux, le roi Sihanouk a construit des routes, le roi Sihanouk a construit un tas de choses. Monseigneur, le grand chef tout-puissant, Hun Sen, je prends les termes khmer, Monseigneur le tout-puissant, grand chef Hun Sen, a construit des ponts, a construit des routes, a construit des hôpitaux, etc., etc. Et il se présentait vraiment comme le successeur de Sihanouk, c'est lui qui avait l'héritage. Ce n'est pas le prince ou le roi Sihamoni. Et puis, lors de l'incinération, donc le corps du roi Sihanouk était couvert de bois de santal, de petites coupures de bois de santal. Alors le roi Sihanouk, en tant que fils, a mené le feu pour brûler la dépouille mortelle de son père, et le feu a pris quelque temps pour s'allumer. Et ensuite, alors, les 2 chefs des 2 ordres bouddhiques, Madame Gilbert, c'est également des chefs des 2 ordres bouddhiques ont essayé, pas réussi. Et ensuite, alors, Hun Sen s'y est mis, et le feu est parti. Et vous voyez, les mânes du roi Sihanouk m'attendaient, ils voulaient que ce soit moi qui apporte le feu. Alors c'est significatif. Hun Sen est le fils du roi Sihanouk. D'ailleurs, en 93, Sihanouk avait dit qu'il avait 2 fils, Ranarit et Hun Sen. Une autre histoire, Hun Sen se présente
comme la réincarnation de Sdaikon. Sdaikon, ça vous dit sans doute rien, mais à 10 km de l'endroit où je vis, il y a un village qui s'appelle Treinoko. Treinoko, c'est pas Saigon, attention. Treinoko, c'est à côté de Skun, à 10 km de Skun. Et là, c'est là où est né, il y a un stupa en l'honneur, ou des monuments sans doute du temps du Funan, ou peut-être même avant. Et Funan, j'allais dire Chenla, non du Funan, sans doute. Et là, on vénère Sdaikon. Il y a quelques années, on a fait une statue équestre de Sdaikon, et comme par hasard, il a le même visage qu'Hun Sen. Comme par hasard. Et Hun Sen a dit, ben, c'est normal puisque je suis sa réincarnation. Donc, Hun Sen, dans sa pensée, c'est lui le roi du Cambodge, c'est lui qui assure la succession dynastique. Alors, depuis un an, si vous consultez la presse d'un peu près, vous voyez que tous les ministres, Hun Sen en premier, ont placé leur fils pour assurer la succession du parti du peuple cambodgien. Hun Sen a placé ses 3 fils. Le premier, c'est Hun Manet, qui a été étudié à la fameuse université de West Point aux États-Unis, qui est général très haut placé, qui est chef de sa garde rapprochée, et puis il a beaucoup d'autres prérogatives. C'est lui qui commande l'armée, c'est le vice-président du chef de l'armée. Vous avez aussi ensuite, vous avez son deuxième fils, Oumanet, alors lui qui est président, enfin qui est responsable de la sécurité militaire. Donc il a tout en main, tous les secrets de l'armée et tout ce qui se passe au Cambodge. Et puis le troisième, eh bien, Oumani, qui est entre nous soit dit, n'est pas digne de Hun Sen. Et Hun Sen raconte ça lui-même. Mon fils est un être mystérieux, c'est un être merveilleux, c'est un être divin. Voilà comment il est né. J'étais avec sa mère, Bunrani, nous étions dans une pièce à la Khmer, et puis a éclaté un orage. La foudre est tombée sur le banyan qui était à côté de la maison, et ma femme a été enceinte d'un grand génie, alors il a donné le nom, mais dont je ne me souviens plus. Mais le plus fort, c'est que c'est Khmer, et que les Khmer y croient. Et que les Khmer y croient. Alors vous voyez, tout ça, nous on juge avec nos gros sabots, mais le peuple Khmer vit dans un monde merveilleux. Alors Oumani, lui, c'est le successeur, le préféré de Hun Sen, et il l'a présenté aux élections. Tous les ministres avaient tous leurs fils aux élections, présentés comme candidats aux élections, mais comme on élit des partis et non pas des personnes, on avait mis en tête de liste les ministres, et puis ensuite, selon l'ordre hiérarchique dans le parti du peuple cambodgien, ex-communiste placé par le Vietnam en 1979. Et aucun des fils des ministres n'a eu le privilège d'être élu parce qu'ils étaient trop loin sur la liste. Mais Hun Sen a fait le ménage, il a balancé tous les vieux et il a mis un certain nombre de jeunes qui sont devenus députés, dont son fils. Donc la première idée, c'est que Hun Sen est le successeur légitime devant le feu de la crémation, c'est l'héritier du prince Sihanouk. Alors comme le prince Sihanouk a construit une villa Tchankharmon, la cité administrative, Hun Sen a construit un palais, le palais de la paix, vous voyez, typiquement en style Khmer. Ne riez pas, c'est Moscou. Typiquement en style Khmer. Alors, c'est les Chinois qui ont construit cela, le Conseil des ministres. Alors ensuite, Hun Sen a dit, eh bien, nous allons construire un palais, le palais de la paix,
typiquement en style Khmer. Vous voyez, c'est des architectes Khmer qui ont fait ça, c'est typiquement Khmer. Il faut le croire, il faut le voir pour y croire. Alors, Hun Sen pensait assez naïvement qu'il allait pouvoir entamer la 5e législature. Il est au pouvoir depuis déjà 39 ans, depuis 1985, 38 ans, et il espérait être Premier ministre jusqu'en 90. Si bien qu'il a fait une campagne électorale assez terne, mais c'était sans compter avec l'opposition. Alors, la photo n'est pas bonne, mais enfin, on peut distinguer quand même. L'année dernière, l'opposition, pour une fois, s'est unie. Le parti de Sam Rainsy, ex-parti de la nation Khmer, qui avait été saboté laminé par Hun Sen, qui était devenu le parti de Sam Rainsy pour qu'on ne lui vole pas son nom, et puis Kem Sokha, pour lequel, je vous avoue, je n'avais pas beaucoup d'estime, qui avait fondé le Parti des droits de l'homme, se sont unis pour former le Parti du salut national du Cambodge. Et Kem Sokha, pour lequel je n'avais pas beaucoup d'estime, s'est révélé être un homme d'État qui impose le respect. Notamment, il sait parler au peuple, il est comme Hun Sen, il sait parler au peuple, le langage du peuple, des arguments qui frappent. Alors la campagne électorale, ça a été assez simple, ça dure ça commence un mois avant les élections. Le PPC, le Parti du peuple cambodgien, ex-communiste, a basé toute sa propagande sur « nous avons délivré le Cambodge des Khmers rouges ». Les autres, le Parti du salut du peuple cambodgien, il va remettre les Khmers rouges en place. Mais parler des Khmers rouges, ras-le-bol, même pour moi, vous me parlez des Khmers rouges, j'ai pas envie d'en parler. C'est du passé, bon sang. Depuis 90, ou disons 91, les accords de Paris, ce qui fait 22 ans, le Cambodge a libéré des Khmers rouges. En 66, on ne parlait plus de la guerre 39-45, bon sang. Moi, j'avais déjà été en Algérie, j'étais déjà au Cambodge. La guerre 39-45, c'était presque antédiluvien. Eh bien, pour les Khmers, les jeunes, la jeune génération, 70% des Khmers, eh bien, leur parler des Khmers rouges, ras-le-bol, on n'en a rien à foutre. Et puis, voir toujours ces vieilles branches, on en a assez. Alors, Hun Sen, dans sa campagne, disait, si le parti le salut du peuple khmer gagne les élections, ça sera le chaos. Il voit que partout ailleurs, eh bien, on a changé de régime, que ce soit aux États-Unis, on a voté Obama, que ce soit en Thaïlande, on a voté Yingluck, et partout au Japon, ailleurs, ça n'a pas été la révolution. Donc, la propagande du PPC est tombée complètement à plat. Et puis, c'était sans compter avec Internet. Cambodge, 13,5 millions d'habitants, 19 millions de portables. Donc, il y a plus d'un portable par habitant. Et toute la jeunesse est branchée. J'ai été étonné, stupéfait, de constater que même dans les campagnes les plus reculées, tout le monde connaît les malversations du gouvernement. Vraiment, ça m'a étonné. Alors, un jour, j'avais été trouvé d'où le fameux tortionnaire de Tulsleng, j'ai été le voir par humanité dans sa prison à Takmao, et je rentrais sur Phnom Penh, ça fait à peu près 5 km, je me trouve derrière un convoi du PPC. Alors les jeunes agitent, crient des slogans. La forêt primaire, parce que c'est quand même un trésor de l'humanité. Donc, on a absolument tout coupé pour donner en concession. Alors ça, ce n'est pas des idées. Même M. Hun Sen dit lui-même que il y a plus qu'avant, il y avait 74%
du pays qui était couvert en forêt, actuellement, il y en a seulement 54%. Parce qu'on veut développer au maximum l'évéaculture, la culture du caoutchouc. Du temps des Français, il y avait 80 000 hectares plantés en EVA, ça rapportait à peu près la moitié du budget national. Selon UNSEN, actuellement, il y aurait 300 000 hectares plantés en EVA. Mais les chiffres de l'argent qui tombe dans les caisses de l'État ne sont pas plus élevés que du temps des Français avec 80 000 hectares. Cherchez l'erreur. Et il dit que dans 2015, il y aura 1 200 000 hectares plantés en EVA-culture, en EVA, et ça fera travailler 1 million, non, il dit qu'il y aura 850 000 hectares, ça fera travailler 1 200 000 travailleurs. Acceptons-en l'augure, après tout, c'est un mode de développement, mais quand on voit ces terres qui sont, on a coupé la forêt, elles sont en friche, donc on peut se douter de l'utilité. Donc les injustices, expulsion, expropriation, injustice dans le système judiciaire, et puis les expulsions, je vous en parle parce que ça me touche de près. Une des filles que j'ai dans un des foyers que je dirige me dit, ben oui, moi je suis de Sréambel, près de la côte, côte océanique. Et puis, ben, Lyon-Pat est venu, les hommes de Lyon-Pat ont voulu acheter la ferme de mes parents. Mes parents s'y sont opposés. Alors, les militaires sont arrivés avec leur bulldozer et ils ont comblé le puits. Donc, on a été forcé de partir. Et c'est ainsi que l'on traite les paysans actuellement dans la campagne cambodgienne. Parce que ces grosses entreprises à qui on donne des concessions, je ne sais pas les tarifs, eh bien, doivent donner de l'argent pour nourrir l'armée. Donc, elles ont un bataillon de défense, de garde prétorienne qui font régner l'ordre. Donc, dit, ben oui, ils sont venus avec leur bulldozer, ils ont bouché nos puits, donc nous n'avons plus qu'une seule chose à faire, c'est partir. Donc ça se sait partout au Cambodge. Moi, je l'ai appris en parlant avec cette fille, mais les gens le savent. Alors, M. Lyon-Pat, sénateur de son État, est associé à la Thai Kong Keng Suga, qui vend du sucre en Europe. Alors, l'Europe a émis des traités de tout sauf les armes. Je ne sais pas comment on appelle ça en français, avant c'était le traité multifibres, maintenant c'est tout sauf les armes. Donc on n'a aucun droit de douane sur les produits venant des pays les plus pauvres, donc le sucre cambodgien. Alors il y a une députée européenne française qui est allée au Cambodge, elle a dit ben, c'est triste, oui c'est triste, puis ça en est resté là. Il y a une députée norvégienne qui, elle, a été là-bas, qui a fait son enquête, elle a tapé le poing sur la table au Conseil de l'Europe, et il y a plusieurs associations des droits de l'homme, dont Amnesty, eh bien, a porté plainte devant un tribunal international, et Tate & Lyle, une société anglaise, est sur le point d'être condamnée. Elle est sur le point d'être condamnée parce qu'elle commercialise ce qu'on appelle le sucre du sang. Mais on peut dire la même chose du textile. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas acheter des textiles cambodgiens. Les textiles, ça rapporte, c'est la plus grande entrée de devises, 84% des entrées de devises viennent du textile. Alors le Cambodge est l'endroit où les paysans, où les ouvriers et ouvrières sont le moins payés au monde. Le Bangladesh, c'est le plus bas,
ensuite il y a le Cambodge, puis ensuite le Vietnam, la Chine. Et le Vietnam et la Chine ont connu des sursauts intérieurs, donc les salaires sont montés. Donc maintenant, on délocalise au Cambodge et au Bangladesh. Alors vous savez le drame du Bangladesh, 1200 jeunes femmes d'une vingtaine d'années ont été écrasées sous les décombres de leur usine qui s'est écrasée. Une semaine après, la même chose au Cambodge. Heureusement, il n'y a qu'une partie du bâtiment qui s'est écrasée. Il y a eu, je crois, 2 morts. On a traité d'incident. Je veux bien. Et c'est donc l'exploitation de toute cette jeunesse qui est au courant. Alors tout ça, c'est intervenu dans la campagne électorale où l'opposition a su habilement canaliser toute l'opposition et ramasser des voix. Par exemple, ils ont promis un salaire de 150 $. Actuellement, le gouvernement a dû lâcher du lest. C'est 80 $ pour... Donc, 1 euro, c'est 130 $. Donc, 80 $, ça fait 10 € par mois. Actuellement, c'est le salaire minimum. Alors, pour 8 heures, pendant 6 jours par semaine. Avec les heures supplémentaires obligatoires, les ouvriers arrivent à 125, 130 $. Donc 100 € par mois. Vous voyez comment on peut rivaliser. Alors l'opposition a su habilement promettre 150 $ par mois et ce n'est pas irréalisable. Ils disent simplement, on prend toutes les concessions, au lieu de réclamer 5 $ de location par an, d'impôts par an, on en demandera 7 ou 8 et avec ça on peut payer des salaires. Et puis on supprime la corruption qui s'élève à des millions de $ chaque année. Donc avec ça, on peut monter les salaires. Alors l'opposition avait un projet en 7 points affiché un peu partout dans le Cambodge et pour la première fois, les Cambodgiens ont pu voter sur un programme. Mais la campagne électorale qui a duré un mois, une campagne des élections, c'est une farce électorale. Une farce électorale. Surya Subedi, qui est l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour le Cambodge, a dit lui-même que c'était une farce électorale. Il y a le comité électoral national qui est tout entièrement composé de gens à la solde d'Aung San. Et c'est lui qui organise les élections. De même, le Conseil constitutionnel est uniquement des membres fidèles, serviteurs d'Aung San. Alors, ces élections ont été truquées. D'abord, les listes électorales. Il y a à peu près 10% des électeurs qui n'ont eu leur nom bûché. Alors ces 2 associations, qui ont découvert ça plusieurs mois avant les élections. Il y a l'Institut Democratic Institute National, je crois, c'est les Américains. Alors les Américains, on s'en méfie un petit peu. On dit, bon, ben, ils veulent noircir Hun Sen. Et puis il y a le Confrel, dont fait partie Haddock, notamment M. Toum Sarai, qui est un homme remarquable, qui arrive à cette conclusion-là. Alors le comité électoral national loue des services indépendants qui arrivent exactement aux mêmes conclusions. Mais on n'a pas à changer pour autant les listes électorales. Donc vous avez 10% de la population qui est exclue. Et puis il y en a près de 10% aussi, leur nom est mal orthographié, donc ils ne peuvent pas voter. Les médias sont totalement, intégralement, télévision et radio, totalement dans les mains du gouvernement. Et comme dit l'opposition, le gouvernement fait de la propagande 365 jours sur 365. Alors heureusement, vous avez RFI
qui diffuse en cambodgien, juste avant les élections, 9 heures par jour, en Khmer. Vous avez Free Asia, vous avez la Voice of America et ABC d'Australie qui donnent des autres nouvelles. Des nouvelles plus indépendantes. Alors on peut critiquer, on peut dire ben, ils sont au service de l'opposition, mais la faute à qui? C'est au gouvernement qui ferme l'accès aux médias. Donc une farce électorale. Alors M. Sam Rainsy, qui est un Français d'origine cambodgienne, vous avez peut-être lu son livre très intéressant, Des racines dans la pierre. Donc son père, c'est celui qui a négocié les accords de Genève en 1954. Alors au mois de septembre, il dit « Je rentre au Cambodge, même si je dois y payer de ma vie ». Il s'est exilé il y a 2 ans pour avoir déplacé des poteaux qui marquaient la frontière Vietnam-Cambodge, un sujet hautement chaud, et on l'a accusé d'avoir détruit les biens de l'État. On essaie de piquer en bois temporaire. Alors il est venu en France, il en a pris pour 16 ans de prison, donc on comprend qu'il soit parti en France. Alors au début septembre, il dit « Je rentre au Cambodge même si je dois mourir ». Alors Hun Sen, habile politique, dit « On ne va pas en faire un martyr », et bien il demande au roi Sihamoni de l'autoriser à rentrer. Donc le 19 septembre, il rentre, donc 8 jours avant les élections. C'est un triomphe. C'est la plus grande manifestation populaire qu'il y a eu au Cambodge depuis la mort de Sihanouk. 100 000 personnes sont venues l'accueillir à Ho Chi Minh Tong, à l'aéroport. Il a mis 5 heures pour venir dans le parc de la Liberté. Moi-même, j'ai été pris dans des embouteillages, je tempêtais un peu contre eux, mais enfin, c'était normal. Alors, le 28, un triomphe auquel ne s'attendait pas, certainement pas, Hun Sen. Et puis ensuite, alors, lui et Kem Sokha ont été dans toutes les villes et partout, c'était des dizaines de milliers de gens qui se réunissaient, gratuitement, sans être payés, comme l'était généralement le PPC. Donc un mouvement populaire de ras-le-bol du gouvernement en place. Mais le jour des élections, eh bien, tout s'est bien passé. L'Europe, les États-Unis, l'Australie, le Japon n'ont pas envoyé d'observateurs. Puisqu'en 2008, il y avait des élections, l'Europe, l'Australie, les États-Unis ont dit il faudra corriger tel et tel point. Comme ça n'a pas été corrigé, ils ont dit on ne veut pas cautionner cette farce électorale. Alors vous avez peut-être lu dans La Croix de mes confrères ou ex-confrères, qui est peut-être dans la salle, qui a écrit qu'il y avait des observateurs internationaux. Mais pour qui il se prend? C'est des mensonges. Il y a 291 observateurs internationaux qui y sont allés, effectivement, tous payés grassement par le Comité national des élections. Alors, des électeurs comme ça, des observateurs comme ça, on n'en a pas besoin. Alors, d'une multitude d'irrégularités. On en compte, un organisme indépendant en compte plus de 10 000. Par exemple, à Siem Reap, eh bien, le PPC a gagné parce qu'on a déplacé les militaires de Ho Dam Mien Khay et de Prairie Hills, qui ont la tête du Cambodge en tête, peuvent comprendre. On les a amenés à Siem Reap et le PPC a gagné. Et qu'est-ce que c'est que cette victoire? Du côté de Kompong Cham, on a amené, ça je le sais de sources sûres, des gens qui travaillent sur la frontière, on a amené des Vietnamiens qui sont venus voter, et ensuite ils sont retournés chez eux, au vu et su de tout le monde. Alors qu'est-ce que c'est que ces élections? Alors, l'opposition a proclamé les résultats dès le 28 au soir, elle avait gagné les élections. Et puis 10 minutes après, l'opposition, je ne sais pas pour quelle raison, je n'ai pas réussi à savoir, dit ben non, on n'a pas gagné les élections. Et le ministre Kiyu Kanaret commence à faire la liste des provinces en disant tel endroit, telle province,
devant la liste catastrophique des résultats du PC, au bout de 4 ou 5 provinces, il a arrêté. Et une demi-heure après, il donne un chiffre global que personne n'est en état de vérifier. Alors l'opposition, eh bien, demande la création d'un comité indépendant qui comprendrait les ONG de défense des droits de l'homme, supervisées par l'ONU, qui a signé les accords de Paris de 91. Mais le gouvernement dit pas question, on a le comité national des élections, on a le conseil constitutionnel et ça suffit. Et le roi, alors, il est parti en Chine en espérant que ça se réglera de soi-même. Et le roi, eh bien, à mon avis, il fait une bêtise. Il reprend le discours de Hun Sen et il dit il faut utiliser les moyens que nous avons au Cambodge, les moyens de la Constitution autorisent, donc le Comité national des élections et le Conseil constitutionnel. Alors le roi, je pense, mon sondage comme ça, à vue de nez, il a perdu tout crédit. Il y en avait déjà peu, mais maintenant il n'en a plus parmi la jeunesse, parce qu'il a pris position pour une scène. Alors, devant cela, devant ce refus de négociation du PPC, l'opposition décide de faire une grande manifestation non violente de 3 jours de méditation et de prière. Et j'ai trouvé ça pas mal. Donc pendant 3 jours, à peu près 40 000 personnes se retrouvent à Phnom Penh et pour prier ou pour méditer, c'est théorique, mais absolument sans heurts. Il y a manque de chance, il y a eu une bavure, il y a un jeune travailleur qui a été tué par la police, une balle dans la tête. Bon, je ne dirais pas, c'est un crime, mais vraiment, mais enfin, je ne dirais pas accuser la police à cause de ça. Ils ont attaqué la foule avec des armes, ils n'auraient pas dû, et il y a un jeune homme qui a été tué par une balle perdue. C'est triste, mais enfin, c'est pas là-dessus que je vais juger la police. Donc une grande manifestation pacifique, et pour la première fois, eh bien, le peuple khmer manifeste son désir envers et contre tout, et ose braver l'armée. Parce qu'à ce moment-là, il y a les chars qui descendent des régions périphériques, et s'ils sont tout autour de Phnom Penh. Donc, attention. Mais même l'armée est très discrète, parce qu'il ne faut pas croire que toute l'armée est au service de Hun Sen. Alors, devant l'impossibilité de dialogue, Sam Rainsy dit on boycotte nos 55 députés. L'Assemblée nationale comprend 123, le PPC en a 68 et l'opposition en a 55. L'opposition dit nous, d'après nos chiffres, on a entre 65 et 68 députés. Donc, on a la majorité. Mais devant l'impossibilité d'établir la vérité, eh bien, Sam Rainsy décide de boycotter l'ouverture de la 5e législature qui a eu lieu le 23 septembre en présence des différents ambassadeurs des États-Unis, de France, de l'Europe, etc. Alors on peut dire que les ambassadeurs jouent le jeu de Hun Sen, même si le représentant des États-Unis a dit être présent, c'est un acte officiel, mais nous ne supportons pas, nous ne cautionnons pas le résultat des élections. Alors, de irrigation d'à peu près 600 hectares. Alors, ce sont des bus, de chaque côté, on fait un petit mur pour retenir la terre, et bientôt, il y aura un chemin là-dessus. Alors, d'autres bus plus importantes, de 5, alors vous verrez tout à l'heure des... Et donc là, c'est presque en eau, vous voyez l'eau le canal, alors là, il n'y a pas encore d'eau jusqu'au sommet, mais bientôt vous aurez de l'eau partout. Donc c'est pour irriguer 200 hectares de chaque côté, de ce que l'on voit, et puis 400 hectares de chaque côté. Donc ça fait environ 800 hectares qui seront mieux irrigués.
Alors le chef de village me dit, ben, on espère comme ça pouvoir faire 2 récoltes par an et éviter que les paysans, la jeunesse, partent travailler en Thaïlande. Ils sont 600 000 à être partis en Thaïlande, exploiter en Thaïlande comme il n'est pas permis, mais où ils gagnent de l'argent. Là, on est en pleine période des grandes eaux. Vous voyez ce que ça donne. Les bus que vous avez vus tout à l'heure, qui étaient en formation, eh bien maintenant, il y a de la terre par-dessus. Ce n'est pas encore très bien fait, parce que la terre a été embarquée. Alors, on a choisi du bon matériel et de faire ça par des artisans, et non pas par les paysans du secteur, comme ils l'avaient fait ces années dernières. D'irrigation. Et nos projets pour l'année prochaine, alors là on a un vaste projet de refaire les canaux Khmer Rouge avec des moyens perfectionnés, des bulldozers, des pelleteuses, si on a les fonds. On espère, grâce à Benoît et grâce à vous, puis de toute façon, qu'on ait beaucoup d'argent. Quand on n'est pas, on fera à notre mesure. Et puis on a fait à peu près une 60aine de latrines, de WC. L'UNICEF et le gouvernement conseillent de faire des latrines un peu partout. Ils ne nous aident pas pour autant, mais parce que d'après les chiffres de l'UNICEF, il y aurait 11 500 personnes qui mourraient chaque année par manque d'hygiène, ce qui coûterait 480 millions de dollars à l'État. Je ne sais pas où ils ont été trouvés ces chiffres, mais enfin, c'est les chiffres de l'UNICEF et du gouvernement. Alors des latrines très propres qui permettent l'hygiène de base. Alors dans mon bouquin, l'intransigeant, l'impertinent du Cambodge, mon évêque m'envoie balader. Il me dit, oh, laissez-le faire l'apostolat des latrines. Eh bien oui, monseigneur, lui ai-je répondu, il faut commencer par la base. Et c'est vraiment la base. Assurer une bonne santé aux gens, c'est leur apporter d'abord une bonne nouvelle. Également, alors on a fait cette année, on a fait moins de biogaz. Ces années dernières, on en a fait 139, et là, cette année, on n'en a fait que 3. Alors, le biogaz, c'est prendre de la bouse de vache qui tombe dans une grande cuve que ce monsieur est en train de construire. Et puis ensuite, c'est cette grande cuve qui fait une cloche. Le gaz sort par le sommet, et puis le résidu sort sur le côté. Ça donne un excellent engrais, 14 tonnes d'engrais gratuits par an. Alors, alors on en a fait comme ça 139, mais cette année, on s'est plus attaché à éduquer les paysans à utiliser l'engrais 14 tonnes qu'ils utilisent mal, à part quelques-uns. Alors vous voyez, on fait de la culture bio. Et le bio maintenant est en vogue, et peut-être que ça va augmenter le prix du riz. Au lieu de payer que dalle, ils auront plus d'un petit bénéfice. Alors ça, c'est le résidu. Pendant qu'une cuve se sèche, l'autre se rend. Et ça donne du gaz pour faire cuire la cuisine. Une maison de campagne, c'est extraordinaire de voir ça, de propreté. Ça aussi, ça fait partie de l'hygiène et du mieux-être. Et puis, j'ai oublié les lampes. Ça permet d'éclairer 2 lampes pendant la nuit, des becs de gaz. Alors aussi, cette année, on a lancé 2 foyers pour jeunes scolaires, pour des jeunes gens et jeunes filles qui habitent à environ 10 km à la ronde, soit de Chamla, là où j'ai eu le domicile jadis, puis maintenant tout autour de Oreang-Eul, qui est à la limite des frontières des provinces de Préveng et Kampong-Cham, qui est un petit bourg. Alors ça, c'est un foyer pour les garçons. Là, il y en a un deuxième pour les garçons. Et voilà le foyer de Oreang-Eul. Et on mange bien. On mange sympathiquement. On mange bien. Alors, ces jeunes gens, ces jeunes filles n'ont pas la possibilité d'aller à l'école parce que les familles sont trop pauvres et souvent elles habitent très loin. Une fille faire 12 km le soir pour rentrer de l'école, c'est pas très très prudent.
Alors, ils ont à l'école une bibliothèque bien fournie, il y a tous les livres d'école, des romans, tout en khmer bien sûr. On leur donne des cours d'informatique, des cours de maths, et puis un prof d'anglais qui leur donne tous les jours une leçon en anglais. Et moi qui leur donne des cours d'histoire tous les dimanches après-midi. Alors ces garçons et ces filles, eh bien, quand ils reviennent de l'école, eh bien, ils se tapent le jardin. Alors là, c'est chacun ou chacune a une table de tracouane, c'est des liserons d'eau, et ils sèment les liserons d'eau, ils les cultivent, et les villageois viennent les acheter. Alors on plante aussi du maïs, on plante un certain nombre de choses, et puis récemment, eh bien, on a développé, on a 2 poulaillers, un dans chaque endroit, et c'est eux qui élèvent les poules. Comme ça, on élève les poules selon les méthodes modernes, en semi-liberté. On leur donne une nourriture qui est naturelle, qu'on fait nous-mêmes, avec du maïs qu'on achète aux paysans du secteur, du soja, des coquilles d'huîtres que l'on ramasse ou que les gamins ramassent dans les rizières, et moyennant quoi ça fait, on en ajoute quelques vitamines, ça fait un bon aliment pour les poules, pour les poulets. Ça rapporte à peu près 60 $, donc 50 € pour 100 poules pour 3 mois. Eh ben, si on en a 1000, ça fait 500 €, c'est pas rien. Alors on voudrait par là inciter les paysans à regarder et puis faire de même. Alors il faut le temps, il faut qu'ils viennent regarder, puis nous, il faut qu'on soit à la hauteur. Alors ces jeunes gens, ces jeunes filles, moyennant le tracouane qu'ils ont vendu, le liseron d'eau qu'ils ont vendu, eh bien, la grande fête bouddhique du Vissabotir, le 8 février, je les ai emmenés dans deux anciennes capitales, et c'est avec cet argent-là qu'ils ont payé leur voyage, qu'ils ont payé le quart. Et puis au moment du Nouvel An Khmer, après le 13 avril, ben, je les ai amenés encore, c'est moi qui ai fait le guide. Alors les gens étaient étonnés de voir un Français expliquer le monde encore au Cambodge. Alors j'ai été heureux parce que c'est la première fois où je vois des jeunes Cambodgiens s'intéresser aux vieilles pierres. Généralement, les Cambodgiens viennent devant Angkor, ils se font photographier et puis repartent. Tandis que là, on a passé, par exemple, Angkor Wat, on a passé 1 heure, je leur ai montré ce qui était intéressant, puis après, je leur ai dit, bon, maintenant vous restez tout seul, je vous donne rendez-vous à la sortie dans 1 heure. Alors à la sortie, une heure après, ils étaient tous là, ils me disaient, on aurait bien aimé rester encore, parce qu'on était bien, on est chez nous là. Vraiment, ça m'a fait plaisir de voir des jeunes qui sont olé olé, mais qui apprécient la culture khmer. Alors, ces jeunes aussi, eh bien, cette année, on a eu 10 personnes présentées au bac. Ils ont tous réussi, dont 2 avec mention bien. On est les 2 seuls sur tout le secteur. Alors on parlait de notre foyer, il a une renommée. Et pendant les vacances, eh bien, cette jeune fille qui s'appelle la Hien, elle enseigne gratuitement les gamins des environs, parce que l'éducation nationale, c'est une catastrophe. Donc pendant les vacances, eh bien, tous les gamins viennent ici et les cours sont donnés par les élèves. Alors celle-là, elle a réussi le bac avec une mention presque très bien. Alors elle donne des cours d'hygiène. Et puis ces 3-là, toujours du même village, il y en a une qui va faire du commerce, ils ont réussi le bac également, une qui va faire du commerce, l'autre, je ne me souviens plus, du management. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu veux manager? Avant de manager, il faut créer. Enfin, comme ça. Donc, nous faisons surtout de l'éducation à notre moyen. J'ai 2 bons directeurs et directrices, et puis ça marche bien. Bien sûr, toujours dans l'éducation, eh bien, nous continuons nos 10 écoles maternelles,
qui éveille les gamins. C'est un plaisir de voir ces gamins s'éveiller à la vie